Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous passez un bon week-end, là, surtout du 1er mai. Là, donc, je vous souhaite un très bon week-end avec la chance pour vous de faire le pont également. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, aujourd'hui, on va faire le point hebdomadaire, hein, comme d'habitude, sur l'actualité crypto avec notamment Bitcoin, Ondo. Enfin, voilà, comme d'habitude avec le RWA, et surtout il y a des nouvelles très intéressantes, c'est que ça y est, les médias mainstream commencent à parler du RWA et de la tokenisation d'actifs, et ça, c'est nouveau. Voilà, donc je vais vous en parler parce que bon, on sait tous ce que ça veut dire, hein, c'est que dès qu'on a la tokenisation des actifs ou un sujet qui est abordé par les médias mainstream, et bien derrière, tôt ou tard, ça va dire qu'on aura un bull run, une hype sur ce sujet-là en particulier. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'IA et les crypto-monnaies en lien avec l'IA, donc en 2024, hein, il me semble. Eh bien, on a eu les médias qui ont parlé de l'IA, on a eu Nvidia qui a explosé en bourse, enfin bref, et ensuite derrière, ça a impacté le marché crypto de l'IA. Voilà. Donc, c'est vraiment bon signe ce qui se passe. Alors, bien sûr, après, je ferai le point, pas que sur la crypto, les actualités crypto, sur les projets, mais également sur l'actualité économique un petit peu, parce que, bon, bah, vous savez que là, avec l'Iran, forcément, ça impacte le marché crypto, puisque ça impacte tous les marchés. Donc, j'en parlerai avec, bon, bah, pas de mauvaises surprises, enfin, c'est pas de surprise dans le sens où, voilà, on s'attendait un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, je vais vous faire le point là-dessus, bien évidemment, les impacts que ça découle derrière, bien sûr. Et sinon, bah, écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, puis c'est parti. Donc, je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin. Et regardez, donc cette semaine, ça a été plutôt donc mitigé. Alors, on a eu le 27, 28, 29 avril quand on était dans le rouge. Par contre, on a eu un gros rattrapage, regardez, le 1er mai. Directement avec 629 millions de dollars injectés sur le marché Bitcoin et propulsés notamment par BlackRock, Fidelity et Bitwise notamment. Et on a même un petit peu des fonds qui sont passés par Morgan Stanley, mais très peu dans l'ensemble. Voilà. Donc on voit par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que Morgan Stanley, donc le dernier arrivant au niveau de la banque, a déjà un total de capitalisation des capitaux injectés sur les ETF et Bitcoin de 199 millions de dollars. Donc, en seulement 2 semaines d'activité, ils ont dépassé déjà Wisdom Tree, qui sont là depuis quand même 2 ans. Donc, faut quand même le faire à ce niveau-là. Et ils sont en train déjà de rattraper, notamment, alors Invesco, je crois, ARK, notamment, alors, il me semble, hein, je crois, Valkyrie aussi. Bref, donc c'est très bon démarrage hein, pour Morgan Stanley, il n'y a rien à dire. Ils sont en train de petit à petit, doucement mais sûrement, propulser les compteurs. Voilà, donc ça pour le Bitcoin, on voit que bien on a une semaine au final positive qui a été, c'est le 1er mai qui a sauvé les meubles, hein, clairement, et qui a fait péter les compteurs, puisqu'on a un total de plus 300 millions de dollars environ sur cette semaine injectés sur les ETF Bitcoin. Voilà, et au total, vous voyez bien que ça remonte, puisque nous sommes à 58,7 milliards de dollars de capitaux injectés sur ces ETF, et là on voit que sur le graphique, effectivement, nous sommes bien en train de repartir à la hausse au niveau des ETF Bitcoin. Je continue avec cette fois les ETF Ethereum. Et regardez, c'est par contre un petit peu la même chose, mais cette fois c'est une semaine quand même qui est globalement négative, puisqu'on a plus de flux sortants que de flux entrants, même si le 1er mai a réduit la casse cette fois. Donc là, on voit qu'on est à 12,04 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit que, bon, ce qui attire le plus de capitaux aujourd'hui, c'est plutôt vraiment le Bitcoin, encore une fois. Donc nous ne sommes vraiment pas du tout très loin du compte d'avoir les yeux dérivés sur les altcoins, donc nous ne sommes pas du tout dans une altcoin season, hein. Ça, c'est clair, de toute façon, vous le savez. On peut dire que depuis le 10 octobre 2025, c'est la débandade hein, sur le marché crypto, même si les fondamentaux, étonnamment, je me répète, sont toujours aussi forts, aussi solides, ça qui est dingue. Mais effectivement, sur le court terme, on voit qu'il y a un massacre s'est déroulé là, sur les altcoins, et peut-être que ce n'est pas fini. Sur le court terme, peut-être que, je le répète, hein, alors, je suis pas conseiller financier ni en investissement, je suis pas capable de lire l'avenir, hein, je le répète, je suis pas devin, c'est important. Je partage mes analyses,
mes sources, mes idées, et après c'est à vous également de prendre ou pas du tout et de faire votre propre sauce. Ça, je précise, hein, j'y tiens. C'est hyper important, c'est dans le monde dans lequel on vit, parce qu'en plus l'économie n'est pas une science exacte, hein. C'est pas comme la médecine ou d'autres choses où vous avez voilà, des sciences exactes. L'économie, ce n'est pas une science exacte. Bref. Donc voilà pour cet aspect-là. Donc ensuite, je passe à Solana. Notamment Solana, regardez les ETF Solana, eh bien on a une semaine qui est plutôt négative, mais tellement légèrement qu'en fait c'est comme si on avait une semaine nulle, mais on est toujours au-dessus des 1 milliard de dollars de capitaux injectés sur les ETF Solana. C'est plutôt positif, toujours, mais rien de neuf sous le soleil. Par contre, là où vraiment c'est positif, c'est les ETF XRP, parce qu'on a repassé la barre des 1100 millions de dollars, puisque nous sommes à 1,11 milliard de dollars injectés sur les ETF XRP. Tout simplement. Donc, ça repart à la hausse également sur les capitaux au niveau du XRP qui attire désormais les investisseurs, notamment surtout institutionnels, parce qu'on sait que là, en ce moment, c'est les institutionnels qui achètent des ETF en pagaille sur les crypto-monnaies, notamment on voit Bitcoin, XRP, donc Solana c'est en stand-by. L'Ethereum, là on voit que ça a été une semaine négative, mais de pas grand-chose non plus. Bon, donc on voit que quand même l'intérêt institutionnel reste très très présent, surtout que là je suis sur CryptoQuant au niveau, vous savez, des réserves de liquidité sur les plateformes exchange au niveau du Bitcoin. Et regardez, ben là ça repart un peu à la hausse, hein, légèrement, mais pas non plus de beaucoup. Donc bon, faut s'attendre à ce que moi je ne serais pas étonné que là après cette montée, on ait de nouveau une baisse des réserves de liquidité de Bitcoin sur les plateformes exchange. Mais en tout cas, on est vraiment, on le voit depuis 2024 sur une tendance, même depuis plus longtemps, hein, depuis, je crois que c'était 5-6 ans. Ça remonte même à 2020, 2021. En tout cas, ça ne cesse de baisser les réserves de liquidité sur les plateformes exchange. Bon, je continue, cette fois je passe aux articles, et notamment je passe à cointribune.com, donc Team Draper, vous devriez avoir peur si vous n'avez pas 6 mois d'épargne en Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était l'inverse, c'était ce même genre d'experts, on va dire d'investisseurs. Alors ceux qui connaissent pas Team Draper, hein, vous voyez, Team Draper, c'est un des early adopters, investisseurs dans le Bitcoin, et pas que dans le Bitcoin, un investisseur à Silicon Valley, dans plein de choses, et il est connu justement pour ses placements un petit peu à l'instar de, notamment de ceux qui ont investi dans la crise de 2008 et qui ont sorti le système immobilier avec la crise des subprimes de 2008. Donc, Tim Draper, c'est un peu dans cette sphère-là d'investisseurs reconnus pour justement son succès sur divers placements. Mais notamment le Bitcoin surtout parce qu'il est vraiment très connu pour avoir fait fortune grâce au Bitcoin. Bon, pour rappel. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que il y a 10 ans, ce même genre de personnes, entre guillemets, hein, on aurait pu penser qu'ils nous disaient, bah, c'est l'inverse, vous devez avoir peur si vous avez 6 mois d'épargne en Bitcoin. C'est un peu ce que nous disaient les médias mainstream de l'époque, les banques, etc. Ils me disaient surtout n'allez pas sur le Bitcoin, parce que là, vous allez tout perdre. Voilà, si vous avez 6 mois d'épargne en Bitcoin, alors là, catastrophe. Bon, ici, c'est l'inverse aujourd'hui. Ce même genre de personnes sont en train de nous dire, au contraire, si vous n'avez pas du Bitcoin, vous êtes dans la merde, en fait, parce que le système est en train de s'effondrer, tout simplement. Bon. Et c'est tout à fait vrai. Et donc, quand on lit un peu les détails de la déclaration de Tim Draper, eh bien, c'est un avertissement parce que simplement, lui considère que les entreprises, les particuliers qui ne sont pas, qui sont que, qui reposent en fait leurs économies uniquement sur le système traditionnel, eh bien, sont en danger parce que le système traditionnel est en train de s'effondrer, tout simplement, en fait. Donc, lui, il parle de fragilité du système financier actuel, et donc, il compare quelque part la solidité des monnaies traditionnelles face à l'essor du Bitcoin. Mais la solidité des monnaies traditionnelles, c'est plutôt la fragilité des monnaies traditionnelles, vous l'avez compris, comme l'euro, le dollar, le yen, etc. Voilà, voilà, donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe quand même. Donc on voit que, après, on est toujours dans une phase dont il doit conclure sur le Bitcoin actuellement, cette vidéo, c'est qu'on est toujours dans une phase de paradoxe, c'est-à-dire que là, on voit que ça littéralise les cours du Bitcoin depuis 2-3 mois, hein, c'est entre 70 000, 60 000 et 80 000 dollars, si je puis dire. Mais on va voir ce que ça donne.
Donc on est dans une phase d'accumulation au final, avec des acteurs institutionnels pour la plupart, hein, qui investissent massivement quand même dans le Bitcoin. On le voit au niveau des ETF Bitcoin qui, eux, n'ont pas vraiment subi la foudre depuis le 10 octobre 2025. C'est ça qui devrait interpeller, c'est que les capitaux continuent massivement de s'intégrer, hein, dans les ETF Bitcoin via les institutionnels et même via les nouvelles banques qui accèdent, qui permettent d'accéder aux ETF Bitcoin. Ça devrait interpeller également. Bon. Donc, on voit que le Bitcoin, là, peut-être que nous sommes en bear market. Moi, encore une fois, je vous dis, je ne crois pas parce que, enfin, c'est pas qu'on soit pas en bear market, mais je pense pas au bear market traditionnel. Vous savez, les 2 ans de haut, 2 ans de baisse des prix. Je vous l'ai déjà dit, bon, je me répète un peu, mais je ne crois toujours pas en cette zone-là sur ce cycle actuel parce que nous sommes plus du tout dans la même configuration économique, monétaire, enfin, voilà. Donc, par contre, je serais pas étonné qu'on veuille nous le faire croire, ça oui, pour justement sortir de nos billes avant l'effondrement systémique. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on n'y est pas loin. Quand on voit la crise énergétique, c'est pour ça que je vais parler du pétrole juste après, bah, au final, on n'est pas loin d'un effondrement de la mondialisation telle qu'on la connaît. Hein, je dis pas effondrement du monde, mais effondrement du monde tel qu'on le connaît. Ça veut pas dire un effondrement du monde total. Ça veut dire une chose qui sera, eh bien, les cartes vont être réinjectées peut-être autrement dans le système. Bon, avec des nouvelles alliances, des nouveaux acteurs économiques, enfin plein de choses, mais des puissances, notamment comme les États-Unis, qui peut-être perdent leur prestige au point de laisser la place notamment à d'autres entités, moi je pense à la Russie, la Chine, tous ces acteurs-là qui n'ont pas de cesse que de vouloir dominer le monde peut-être. Parce que quand on regarde les faits aujourd'hui, bon, je dérive un peu du sujet, mais au final, tout est lié, hein. Je rappelle, tout est lié, donc on est obligé de l'aborder. Mais aujourd'hui, on voit que la géopolitique est extrêmement ancrée et impacte directement la crypto-monnaie. C'est-à-dire, et pas que, aussi les marchés boursiers, la finance. Donc aujourd'hui, on est obligé, si vous voulez vraiment avoir un œil, un regard dézoomé sur le système économique, sur la crypto-monnaie également, vous êtes obligé de vous intéresser à la géopolitique. C'est ça, c'est passionnant personnellement. Après, chacun son point de vue, bien sûr. Mais moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça passionnant. Bon, donc les acteurs là, pour le Bitcoin, je serais pas étonné également qu'il y ait un enjeu de guerre monétaire à ce niveau-là, même avec les BRICS. Notamment l'Iran, comme par hasard, quand il y a eu le sujet, vous savez, sur les tankers là, et la taxe notamment, elle proposait de payer aux autres États, aux autres pays, la taxe en Bitcoin. Bon, c'est quand même pas un hasard, ça. Voilà, ça s'est pas fait, parce que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, hein. Je vous l'avais dit, n'y croyez pas trop. Bon, bah, ça n'a pas raté, ça s'est pas fait, clairement. Donc, pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça viendra à l'avenir, mais pour l'instant, non. Ensuite, je continue avec notamment les actualités crypto sur VeChain, notamment. Donc, VeChain est en train de faire un petit virage là assez sympa. Alors, ils ont déjà, vous avez parlé de il y a 1 semaine ou 2 semaines de la roadmap 2026. Eh bien, c'est vrai que là, ils en reparlent et mettent le focus de plus en plus sur les agents autonomes. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est en plein dedans dans l'explosion de l'IA. Et c'est vrai qu'il faut pas confondre. Donc, j'entends beaucoup parler de l'agent autonome et on parle de Claude, ChatGPT, tout ça, mais faut pas confondre. C'est-à-dire que les agents autonomes, ce n'est pas du tout la même chose que ce que fait Claude actuellement, ChatGPT et tout, que ça sont des LLM, c'est-à-dire que vous rentrez un prompt et puis vous avez une réponse. C'est ce qu'on appelle les LLM. Voilà. Ce que là veut faire mettre en place VeChain, ça n'a rien à voir avec les LLM, c'est vraiment des agents autonomes, enfin c'est une infrastructure qu'ils veulent mettre en place, et donc, des agents autonomes, c'est quoi? C'est de l'IA, mais qui est justement totalement autonome. C'est-à-dire que vous n'avez pas rentré le prompt pour guider l'agent. Non, c'est-à-dire c'est un agent qui, par exemple, est chargé de vous trouver des billets les moins chers sur Internet. Et bien, vous lui dites, je veux le billet pour aller telle date à tel endroit avec tel budget, etc. Et c'est l'agent qui vous trouve directement les billets, vous les achète même, vous fait tout à votre place et vous gagnez un temps fou pour ça. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui va démocratiser. Je pense qu'on s'en rend pas trop compte pour le moment. On a surtout dans l'IA qu'on a actuellement, je pense, que c'est surtout l'IA via les LLM, donc c'est-à-dire Claude, etc. Et ChatGPT, notamment avec Grok aussi au milieu. Mais on n'a pas encore la démocratisation des agents autonomes qui sont plutôt réservés aux développeurs pour l'instant, qui savent à peu près les utiliser. Et je pense que VeChain, là, ils ont compris qu'il y avait encore quelque chose à faire, que, bon, c'est un peu sur tous les niveaux, là, il faut le dire,
Supply chain, VBTRDAO, les actions tokenisées, le RWA, ils sont vraiment partout la VeChain et ils vont s'attaquer maintenant aux agents autonomes. Et je vous rappelle que le but de VeChain, c'est de créer une infrastructure un peu à la Amazon, mais des agents autonomes. Donc, c'est-à-dire que vous, peut-être que vous aurez la capacité, notamment avec Cloud Code ou d'autres création d'agents, peut-être de façon facile, parce que ça va venir, hein. Donc, n'importe qui pourra peut-être créer son agent, le mettre sur une infrastructure comme VeChain, et ensuite, d'autres personnes pourront aller louer les services de l'agent autonome pour un échange de crypto, on imagine, et ainsi utiliser l'agent autonome. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est en train d'être mis en place par VeChain grâce à leur infrastructure au niveau de la roadmap hein, qu'ils ont déclaré, ils ont sorti il y a 2 semaines. En tout cas, c'était ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Et là, effectivement, bah, vous avez tout simplement dans ce tweet de la Fondation VeChain un rappel enfin, une déclaration de Antonio, donc sénateur. Voilà, le CTO, je rappelle, de VeChain, mais également pour blockchain à Deloitte. Donc vous voyez, c'est pas n'importe qui, Antonio Senator. Et donc il dit que lui, la blockchain, c'est la colle un peu quelque part et l'infrastructure qui est en train de mettre en place, eh bien, de faire évoluer l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les agents autonomes n'auront pas d'autre choix que de se baser sur les infrastructures blockchain, donc notamment on pense à VeChain, surtout qu'en plus Antonio Senator, voilà, c'est le CTO de VeChain, mais également qui bosse à Deloitte, enfin voilà. Donc il y a toute une connexion qui se fait même au niveau institutionnel. Voilà, donc VeChain, je pense, a vraiment une énorme carte à jouer. Je pense que c'est VeChain un des projets, et je dis ça très objectivement, hein, quand ça allait pas du tout en 2025, je vous le disais pour VeChain, c'est un massacre. D'ailleurs, je vous passerai après les statistiques, c'est encore pas bon. Mais au niveau des fondamentaux, ils sont vraiment, je pense, que c'est le projet le plus sous-coté et le moins hypé, justement parce qu'ils sont pas encore dans le moment de hype. Voilà. Et ça encore, j'en parlerai après de la hype qui viendra, je pense, dans les années qui viennent. Les mois, peut-être, sont optimistes. Les années qui viennent, peut-être si on veut être réaliste. Et vous expliquer pourquoi, comment. Donc, Vetchen, vraiment, faut s'accrocher parce que l'équipe est là et surtout les fondamentaux continuent de tout exploser sur leur passage. Après, je continue avec Vetchen toujours. Là, vous voyez, les statistiques, bon, alors, quand je dis sont pas bonnes, je suis un peu méchant, je suis un peu dur. Parce que regardez, là, on a quand même une courbe incroyable de nouvelles adresses sur Vetchen qui est positive et qui est toujours vers le haut. Mais c'est juste qu'on a un momentum qui est encore en ralentissement, puisqu'on a 1983 nouvelles adresses par jour, alors qu'il y a 6 mois, on était toujours à 50 000, 60 000 nouvelles adresses par jour. Voilà. C'est pour ça que je dis que ce sont pas bonnes les statistiques, mais bon, c'est juste que je suis un peu dur là-dessus. Par contre, là où c'est pas bon non plus, du moins, ça se rattrape, hein. Eh, mine de rien, ça se rattrape. Vous voyez, là, c'est la TVL de VeChain. La TVL de VeChain, alors c'était un peu le yo-yo, bon, il faut dire quand, si on fait la TVL par rapport au dollar, c'est un massacre, tout simplement, bah, regardez, vous l'avez par vous-même, parce que les prix du VeChain ont dérouillé massivement, comme toutes les cryptos, depuis le 10 octobre 2025. D'ailleurs, vous voyez que depuis octobre, comme par hasard, depuis le 13 octobre 2025, la TVL de VeChain ne fait que baisser par rapport au dollar. C'est logique, puisque depuis le 10 octobre 2025, vous avez les prix de VeChain et de toutes les cryptos qui se font défoncer, littéralement, hein, faut le dire. Et donc, vous voyez qu'il y a directement une corrélation. Et ensuite, par contre, si on prend par rapport au nombre de VeChain, et c'est là où c'est intéressant, parce que là, on prend par rapport au nombre de VeChain injectés dans la TVL, et là, on est effectivement sur ça repart à la hausse. Vous voyez? Donc ça, c'est positif. Parce que ça veut dire que les investisseurs rachètent du VeChain quand même. Donc pour l'instant, ça se reflète pas dans les prix, mais je pense que ça viendra. Voilà. Donc, plutôt positif pour VeChain, ça repart à la hausse. Les fondamentaux sont extrêmement solides. En plus, s'ils arrivent à vraiment tirer leur épingle du jeu sur absolument tous les secteurs qu'ils sont en train de mettre en place, de développer, comme la supply chain, le DPP, ou le passeport, vous savez, le produit qui sort là pour l'Union européenne, mais également tout ce qui est l'intelligence artificielle avec l'infrastructure pour les agents autonomes, etc. Alors là, vraiment, ils vont tout défoncer parce qu'ils vont devenir des incontournables incontourné, hein, si je puis dire. Allez, je continue. Maintenant, je passe à ORWA, et notamment à Ondo Finance avec Chainlink et tout, vous verrez derrière. Donc là, j'ai un tweet de Ondo Finance qui fait référence tout simplement, vous savez, aux actions boursières de Intel.
Alors, Intel, c'est vrai que c'est assez intéressant ce qui s'est passé, c'est que montre l'implication du gouvernement, notamment du staking, dans une action boursière. Et donc, c'est vrai que quand on a effectivement tout ce qui est l'accès des marchés tokenisés euh, qui bougent désormais, eh bien, en fait, c'est lié au mouvement sur les marchés boursiers traditionnels. Donc, de plus en plus, vous avez une corrélation entre les actions boursières tokenisées et le système traditionnel. Tout simplement parce que, bah, forcément, les actions tokenisées, c'est qu'à la base, c'est basé sur des actions traditionnelles. Donc, quand vous avez de l'argent qui s'injecte dans les actions traditionnelles, vous avez forcément une partie de cet argent-là qui dérive et qui va vers les actions tokenisées parce que de plus en plus d'investisseurs, de particuliers ou autres, entendent parler des actions tokenisées, des avantages ou autres, ou même au niveau institutionnel. C'est-à-dire que les institutionnels, de plus en plus, vont se baser sur le Hondo Global Market pour mettre à disposition leurs services d'actions boursières. C'est logique, c'est parce que ça fait gagner de l'argent. Il y a moins de commissions, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au système traditionnel. Bon, il y a trop d'avantages pour laisser passer tout ça. Voilà, et ça montre, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous prenez l'entreprise Intel, et notamment on avait eu l'arrivée du gouvernement américain, notamment avec leur programme de staking de 8,9 milliards de dollars depuis août 2025, eh bien ça a provoqué un x4 sur les actions boursières de Intel qui est monté à 36 milliards de dollars de market cap. Voilà. Donc c'est assez, vous voyez, c'est assez intéressant quand même ce qui se passe au niveau la tokenisation des actifs. Je continue. Alors, ça y est, donc la tokenisation est devenue trop grosse pour être ignorée, puisque effectivement, en seulement une année, et ça c'est d'après CoinGecko hein, directement, vous voyez ici, donc comme l'équivalent de CoinMarketCap, c'est le principal concurrent de CoinMarketCap, eh bien vous avez rapport qui explique qu'effectivement, en une seule année, on est passé de 2 millions de dollars d'actions tokenisées en termes de valeur à 485 millions de dollars, et ça en l'espace d'une année. Donc c'est quand même phénoménal la performance. Et surtout que sur tout ça, c'est Hondo, et le Hondo Global Market, on l'a compris, qui a largement capitalisé la majorité de cette explosion. Bon. Donc, vous voyez, c'est un key driver, c'est-à-dire c'est un conducteur clé, quoi. Voilà. Et en seulement un mois, au moment, souvenez-vous, j'en avais parlé de le lancement de la plateforme Hondo Global Market en septembre 2025, eh bien, on a eu un x3 sur le market cap en seulement un mois. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose. Il suffit de voir les graphiques pour comprendre que oui, effectivement, bon, ça part en vrille, quoi. Voilà. Donc ensuite, je continue. Troisième information sur Hondo. Et donc là, on voit l'association, ça y est, le partenariat qui a été mis en place entre Hondo Finance et Broadridge pour apporter donc les capacités de vote aux actions de tokenisées. Là, c'est intéressant parce qu'on aborde quelque chose un peu précis et propre, notamment au système des actions boursières. Alors, savoir que je vais traduire, ce sera plus simple directement. Hop, voilà, en français, tac. En fait, il faut savoir que Hondo, vous voyez, donc s'associe à Broadridge. Et Broadridge, c'est quoi? C'est une entreprise qui permet donc aux détenteurs d'actions tokenisées et d'ETF de participer au vote par procuration et d'accéder aux documents réglementaires et aux communications des émetteurs concernant les titres sous-jacents. Donc c'est une grosse boîte hein, qui permet quand même donc à plus de 10 000 sociétés cotées en bourse justement d'être l'infrastructure de communication qui permet de faire la communication entre les émetteurs et les investisseurs. Donc un intermédiaire, communication. Mais quand même, c'est une grosse boîte parce qu'elle gère enfin, toutes, en fait 10 000 sociétés cotées en bourse, mais en fait c'est toutes, on a compris, toutes les sociétés cotées en bourse. En gros, c'est un incontournable, Broadridge. Et donc, Hondo, qui s'associe à Broadridge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, on a la légitimité de Hondo directement à un niveau mais, institutionnel, parce que c'est comme s'ils étaient comme les autres actions boursières, mais au niveau infrastructure. Et oui, parce que Hondo va pas utiliser Broadridge comme simple intermédiaire parce que pour leurs actions. Ils vont carrément construire l'infrastructure qui va permettre aux investisseurs, notamment dans les actions tokenisées, de passer par Broadridge pour avoir toutes les ressources réglementaires, comme ils disent là, et les structures de communication, quoi. Voilà, donc on voit que ça continue de grossir là, le système du RWA, même au niveau financier, au niveau de la tokenisation. Ensuite, je passe à TVA, TVL, pardon. TVA.
Donc la TVL de Hondo Finance, on est à 3,57 milliards de dollars donc de TVL et on voit que ça stagne, hein. On voit que ça n'a pas trop monté depuis début 2026. Voilà, on a une grosse montée là entre 12 mars, 20 mars et ensuite avril 2026. Et puis après, il s'est pas passé grand-chose. Entre-temps, ça a plutôt stagné à ces eaux-là, mais ça explose quand même globalement. Vous voyez la courbe, c'est quand même assez impressionnant de voir une TVL comme ça, surtout quand on la compare par rapport aux autres TVL. Truc de fou. Et quand je regarde, moi, un TVL par rapport à Ethereum, là, j'étais en TVL par rapport en dollars. Là, je regarde la TVL par rapport à l'Ethereum, et là, c'est carrément en train de remonter également. Donc, on voit que Hondo est en train de défier l'ensemble du bear market, je dis bien entre guillemets bear market actuel, si on s'en réfère à l'émotion de la cryptosphère, tout ça sur Twitter et tout, sur les réseaux sociaux. Nous sommes en bear market. On devrait se baser sur le sentiment de marché. Mais là, on voit que ce qui se passe, c'est que Hondo Market et Hondo Finance ne connaissent pas du tout le bear market. Au niveau de la TVL, au niveau des fondamentaux. Il n'est qu'une question de temps avant que le projet Hondo, les prix, vous avez compris, explosent. Le problème d'Hondo, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas de corrélation entre le token en lui-même Hondo et l'utilité du projet. Mais quand ça va venir, et ça viendra, là, je pense qu'on va avoir des surprises très intéressantes. Ensuite, je continue Chainlink. Chainlink est en train d'exploser grâce au CCIP. C'est la technologie CCIP de Chainlink, bon, qui permet tout simplement d'assurer les datas, entre guillemets, sur la blockchain pour les utilisateurs de Chainlink, eh bien, vous voyez, c'est en train d'exploser. Donc ça, je rappelle que c'est les institutionnels hein, qui utilisent la technologie CCIP de Chainlink. Et donc, on est sur 1,3 milliard de dollars sur 7 jours, donc les 7 derniers jours. Hein. Donc je rappelle que là, on prend la semaine du 17 avril, en fait. Ça représente, par rapport à la moyenne de volume et d'utilisation du CCIP depuis quand même le début de l'année, une augmentation de 260%. Et donc, plus de 19 milliards de dollars de volume cumulatif, entre guillemets. Donc, on voit que les institutionnels sont en train d'utiliser et d'adopter surtout la technologie CCIP de Chainlink à un niveau mais jamais vu. Voilà. Donc, Chainlink est en train de vraiment bouleverser les codes et ça va plus loin que ça. Regardez, là, je suis sur également un tweet de Chainlink qui est intéressant parce qu'il fait référence tout simplement au, à l'évolution quelque part du computing et des allocations au niveau des infrastructures, des plateformes d'infrastructure, tout ça depuis 1985. Et donc, Windows conduit à peu près 1,4 milliard de portables à travers le monde via les infrastructures cellulaires, etc. Windows. Ensuite, vous avez AWS, donc d'Amazon, sert 4 millions auprès de business au niveau des clients. Nvidia, donc, possède 3,7 millions de puces, en tout cas au niveau des GPU par an, en une seule année, et Chainlink autorise 29 trillions de dollars de transactions. Donc on voit que tout ce qui est au niveau du global computing adoption, comme il le dit ici, pour l'IA, en lien avec l'IA comme par hasard, eh bien Chainlink est en train de pulvériser tous les records en tant qu'infrastructure. Et ça c'est intéressant parce que on voit que Windows, AWS, Nvidia, Amazon, ce sont des entreprises derrière qui au début pendant un certain temps, n'ont pas du tout explosé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais remonter en fait le temps hein, pour que vous voyez. Chainlink, on est exactement à l'ère. Moi, je pense Chainlink, clairement, on ne va pas comprendre. Il y a un jour, on va voir, ça va commencer à exploser. Logique, puisque ils sont l'infrastructure incontournable au niveau mondial et c'est les seuls à le faire pour sécuriser les données. Et vous avez absolument toutes les entreprises de la finance traditionnelle qui sont en train de se jeter sur Chainlink, et pas que de la finance traditionnelle, mais aussi de la DeFi. Enfin, bon, donc tôt ou tard, en fait, là, Chainlink, c'est aussi un des projets pour moi le plus sous-coté du monde, clairement. Parce que ils sont, enfin, vous imaginez, ils autorisent quand même, sécurisent 29 trillions de dollars au niveau des transactions, au niveau des data.
29 trillions de dollars, à eux tout seuls. Et surtout, c'est les seuls à le faire. Et à avoir la technologie pour le mettre en place, ça. Inévitable, c'est inévitable. L'explosion de Chainlink, on en reparlera peut-être dans quelques années, mais ouais, c'est inévitable. Ensuite, j'ai continué avec le projet Plume. Donc là, projet, hein, je rappelle, plus risqué là. Alors très beau projet au niveau des fondamentaux, hein, je rappelle, mais au niveau de la hype, là aussi, c'est pas encore ça. Alors, là, c'est intéressant parce que vous voyez, ils font allusion à à Nest, leur client directement institutionnel, qui utilise Plume pour propulser leur service. Vous voyez, au niveau de l'infrastructure de Plume. Donc, on voit que là, Nest a tout simplement fait référence, hop, je le mets en gros, à l'évolution, en fait, du marché tokenisé, qui est désormais à 400 millions, qui est estimé à 400 milliards de dollars d'ici 2040, et 2030, pardon, excusez-moi. Donc ça, il se base sur la récente recherche de Kirok, et donc ça représenterait à la fin, vous voyez, surtout une grosse partie, la moitié quasiment de tout ça serait lié au bon de trésor américain. Il y aurait, attention, également l'immobilier qui va arriver. Pour l'instant, l'immobilier, bon, c'est pas encore ça dans les RWA, mais ça va arriver, ça va prendre des parts de marché de plus en plus importantes sur les prévisions de Kirok. Et ce qui est intéressant, c'est que Nest, je rappelle, c'est déjà un projet qui est basé sur l'infrastructure de Plume et qui est également directement un acteur juste du RWA, la tokenisation des actifs. Donc je vais vous montrer derrière. Alors, d'abord, je vais vous montrer la TVL de Plume. Donc la TVL de Plume, bon, pour ça je vous mets en garde sur ce projet, c'est que attention, la TVL est vraiment pas bonne. Donc si ça avait été, par exemple, pour un projet comme VeChain, qui est là depuis 10 ans, je dis ok, voilà, c'est traverse une passe compliquée. Et encore, VeChain, vous avez vu que c'est que par rapport au dollar, c'est pas bon, la TVL. Mais quand vous faites la TVL, la comparer par rapport au nombre de VeChain, ça repart à la hausse. Bon. Donc ça va. Là, Plume, c'est à la fois TVL par rapport au dollar et à la fois TVL par rapport au nombre de tokens Plume. Donc, c'est pas bon. Avec le momentum est négatif là. Et surtout, le projet est récent. Donc, c'est pour ça que je mets quand même enfin, je dis pas que le projet est mort, pas du tout, au contraire. Il y a une très bons fondamentaux, mais je mets une réserve, je dis faites attention, voilà, ne mettez pas tout le billet là-dessus, par exemple. Voilà, ça paraît logique. Donc c'est un projet à surveiller, voilà, c'est un peu un projet à évaluer au niveau des risques, je dirais. Voilà. Ensuite, donc je passe à RWA.XYZ et effectivement, regardez, bah, le momentum un peu négatif se confirme sur le court terme. C'est-à-dire que là, vous voyez, alors sur le moyen terme, c'est pour ça que je vous dis que Plume reste un très beau projet parce qu'il a quand même capitalisé là énormément d'argent. Vous avez donc Nest, je vous disais, je vous montrais, qui est un des troisièmes, et ici en couleur jaune, là, ou orange, je sais pas. Ouais. Ici, Nest Basis Vault, qui est le troisième contributeur en termes de distributed asset value de l'infrastructure de Plume, mais le premier, c'est toujours Ondo. Voilà. Mais ce qui est dommage, en fait, et je pense que c'est pour ça que la TVL de Plume se fait défoncer, c'est que la hype au niveau des holders de RWA sur Plume est en train de baisser. Alors, ça baisse légèrement, mais ça baisse quand même. Alors que, alors que quand on prend les chiffres globaux du RWA, de la tokenisation des actifs là-dessus, eh ben, les chiffres sont plutôt positifs et même en augmentation sur les nouveaux holders qui arrivent sur le marché. Donc, ils prennent plutôt Ethereum, peut-être Solana, mais c'est vrai qu'ils délaissent plutôt Plume. Bon, donc ça veut dire qu'on a une vraie stagnation du nombre de holders sur le réseau Plume et faut faire attention que ça ne se transforme pas en débandade à la fin. Parce que les autres projets continuent d'attirer beaucoup plus de holders. Voilà. Contre, ce qui est intéressant sur le Global Market Overview qu'on voit ici, c'est que tout est dans le vert, à part la valeur totale des stablecoins. Mais surtout, ce qu'on a, c'est qu'on est déjà à 30,82 milliards de dollars de distributed asset value. Et la semaine dernière, souvenez-vous, nous étions à 30,21 milliards. Voilà, donc ça continue de monter, vous voyez, c'est un truc de fou. Donc le RWA ne connaît pas la crise, ne connaît pas de bear market, ça c'est sûr à 100%.
Bon les amis, bon, maintenant que j'ai passé à l'actualité crypto plus générale, donc c'est bon pour les projets crypto, donc très positif, hein, vous avez vu quand même pour Plume, journalducoin.com, donc fiscalité crypto en France, les wallets échappent à la déclaration de gros soulagement dans le secteur. Alors ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à déclarer nos clés Ledger, Trésor, les MetaMask, compagnie, directement, donc ça c'est vraiment une bonne chose, hein, parce que franchement, je ne dis pas le casse-tête enfin, bon, voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, là-dessus, on a eu affaire à des gens qui ont réfléchi un petit peu, apparemment. Ensuite, Coin Academy USDT, donc Tether affiche 1,04 milliard de dollars de bénéfices au premier trimestre avec 8,2 milliards de réserves excédentaires. Bon. L'émetteur du USDT dévoile une rentabilité soutenue avec plus d'1 milliard de dollars de profits trimestriels et renforce sa position parmi les plus gros détenteurs de bons de trésor américains. Et ça, c'est pour ça que je vous montre cet article, outre le fait que, bon, ils gagnent de l'argent, hein, Tether, on a compris. C'est ça, l'information la plus importante, c'est celle-là. Les plus gros détenteurs du bon de trésor américain. Ça veut dire que vous avez une société privée, émettrice de stablecoin, donc en dollars, qui derrière, eh bien, comment elle les achète ces dollars? C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, tout simplement, elle l'achète derrière via des bons de trésor américains. Ça veut dire qu'elle est en train de devenir, cette entreprise privée, un des plus gros créanciers au final des États-Unis, quoi. C'est ça, ça fait rêver. Et elle est en train de rivaliser avec des banques centrales au niveau mondial. C'est un truc de malade mental. Et donc, c'est pour ça que comment ça résonne beaucoup avec notamment la politique de Donald Trump et notamment le Clarity Act, justement, qui est en train de se finaliser aux États-Unis tant bien que mal, avec le bordel au niveau des stablecoins, justement, avec le blocage actuel de la Clarity Act, la réglementation des États-Unis actuellement, c'est les banques qui font barrage par rapport aux stablecoins et pour essayer de contrer la puissance des stablecoins au niveau des rendements américains, enfin, au niveau des rendements bancaires, quoi, entre guillemets. Et oui, parce que les banques, à quoi servent les banques si désormais, demain, vous allez acheter du USDT, et que vous avez un rendement de 4%? À côté, nous, le livret A à 0,5%, et encore, je suis gentil, bon, ben, on rigole et on ferme nos comptes, et puis basta, quoi. En gros, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait un peu la polémique aux États-Unis actuellement, que ça fait blocage de la part de certaines des plus grosses banques sur ce point-là des stablecoins. Mais c'est en train d'être résolu, et puis la Clarity Act, je pense là, d'ici quelques semaines, sera voté et ils vont trouver un accord. Par contre, ce que ça soulève là, c'est intéressant, c'est que pour Tether, USDT quand même, donc l'entreprise privée, je rappelle que les employés de Tether, ils sont entre 50 et 100. Ils bradent des milliards, déjà. Imagine le pouvoir qu'ils ont déjà. Et en plus, derrière, eh bien, ils sont en train carrément d'avoir même une influence au niveau mondial. Parce qu'il y a une influence sur les bons de trésor américains, c'est-à-dire une influence sur le dollar, et donc une influence directement sur le gouvernement américain. C'est logique. Parce que créancier d'un pays, le créancier il gueule, vous avez les États-Unis, ou l'État qui a tendance à écouter quand même son créancier. Voilà. Donc là, on entre dans une ère. Moi, je dis c'est pas une bonne chose, hein, alors, clairement, parce que ça veut dire que vous avez des entreprises privées qui vont de plus en plus avoir la possibilité, eh bien, de donner leurs influences justement sur les États. Donc déjà, la première chose, et ça, on est au tout début. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit que là, Trump et son administration sont à fond justement sur les stablecoins, etc., parce qu'on a un renforcement via la crypto-monnaie du dollar. Et oui, que du coup vous avez et donc je pense que tout ce qui se passe, le bordel qu'il y a actuellement là, avec notamment le Moyen-Orient et tout, c'est que pour les États-Unis, outre bien sûr l'aspect politique, tout ça, bah, un combat monétaire en fait. Ils essayent de sauver leur hégémonie et donc en sauvant quelque part leur dollar. Voilà. Alors c'est un peu raté au niveau du pétrodollar, je pense, que quand on voit ce qui se passe, je pense que Trump, de toute façon, c'est sûr, on le voit maintenant, Trump n'avait pas calculé le fait que l'Iran serait capable de tenir aussi longtemps, aussi bien, et même de gagner la guerre. Parce que vous allez voir, c'est pas fini. Moi, je pense que l'Iran est à deux doigts de gagner la guerre. Tu vois. Ah bon, en fait, ils n'ont pas commencé, ils ont gagné, de toute façon. Je me fais un peu engueuler hein, quand je dis ça, mais vous allez voir, c'est un peu ça.
Bon, et je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre, hein, c'est vraiment, c'est quelque chose d'ailleurs qui ne devrait même pas nous concerner, si ce n'est que nous, en Europe, on a nos billes là-bas au niveau du pétrole. Alors génial quoi. Bref, on est bien impacté derrière. Donc voilà pour ce que soulève un peu Tether et donc la place de stablecoin. Et voilà aussi pourquoi le RWA, c'est ça que je voulais le fin mot de l'histoire à cet article, c'est que voilà pourquoi bah, personnellement je suis convaincu que le RWA on est qu'au début. Parce que je rappelle que les stablecoins, c'est une niche au sein du RWA, tokenisation des actifs. Et donc vous avez vu que dans le Global Market Overview, il parle, je vous remontre, de tout ce qui est l'aspect des stablecoins. Ici, là, le nombre de holders stablecoin, le nombre de la valeur des total de stablecoin, tout ça. Donc, le marché des stablecoins est vraiment un des marchés, je pense, peut-être les plus déterminants, les plus importants pour l'avenir du RWA et même de la politique monétaire mondiale. Gros bordel que ça va mettre là-dedans. On est bien d'accord, enfin, je pense. Voilà, donc c'est pour conclusion, le RWA a de beaux jours, même rien qu'à travers les stablecoins. Je continue, cette fois cryptost.fr, Visa, donc la carte bancaire, hein, Visa, ajoute 5 nouvelles blockchains à son programme de règlement en stablecoin. Voilà, vous avez compris, c'est que le début. Donc, face à l'intégration grandissante des stablecoins dans les flux de paiement traditionnels, le géant Visa poursuit l'ajout de nouvelles blockchains à son programme pilote dans le domaine, qui affiche un volume annualisé de 7 milliards de dollars. Eh oui, ça rapporte du pognon, tout ça. Et donc, là où, tenez-vous bien, tomber de l'armoire, c'est BFM Business. Oh, média mainstream, qu'est-ce que c'est que ce bis? Bon, il y a 2 semaines, je vous disais, le jour où on aura une hype sur, sur le RWA, c'est quand on aura les médias mainstream qui parleront de la tokenisation des actifs. C'est un truc de malade mental. Regardez ce qui se passe. Vous avez BFM quand même TV, Business, qui a fait un article, c'est la prochaine grande révolution. C'est pas moi qui vous le dis, c'est BFM Business, quoi. Des marchés pour le patron de BlackRock. Parce que là, on voit vraiment, ils font référence à ça. Il n'y a rien d'autre qui est passé, c'est BlackRock qui dit ça. Alors, s'il dit ça, BlackRock, c'est bon. La tokenisation permet d'échanger des actifs 24 heures sur 24 en quelques secondes et Wall Street va s'en inspirer. Voilà. Donc, on voit bien que se passe quelque chose, même au niveau des médias mainstream, et que ça commence en vrai. Donc, on a de fortes chances que dans les mois, les années qui viennent, on ait une multiplication de ce genre d'articles, notamment de passages à la télé sur les médias mainstream, et qu'on ait justement un déclenchement de la hype sur le RWA. Voilà, parce que c'est inévitable, en fait. Bon, je continue, cette fois je passe à leséchos.fr, donc là je passe à l'actualité économique. Donc Trump déclare la guerre avec l'Iran terminée et s'affranchit d'un vote du Congrès. Donc c'est plutôt malin pour le coup, c'est-à-dire que, effectivement, ça c'est purement administratif et au niveau légal, hein. Il joue avec les mots et avec les dates. Au final, comme ça dure moins de 60 jours, eh bien, il peut se permettre de ne pas passer par le vote du Congrès. Bon, c'est malin, mais les négociations piétinent, le détroit d'Ormuz reste bloqué et Washington maintient la pression militaire. Donc en fait, on n'est pas beaucoup avancé par rapport à il y a au début de la guerre, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont arrêté de se bombarder, mais il n'y a rien qui passe au niveau du détroit d'Ormuz. Donc ça, par contre, c'est peut-être pire encore qu'avant, parce que ça veut dire que c'est une situation, eh bien, qui peut s'enliser. Voilà. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand ça bombardait dans tous les sens, je dis pas que c'est bien, au contraire, hein, c'est pas bien, il y a des morts et tout, c'est horrible. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une possibilité de sortie dans le sens où l'Iran pouvait déclarer la fin, bon, même si même pas en rêve, hein, parce que quand on connaît un peu l'histoire de l'Iran, ils préfèrent crever que de dire de se rendre, en fait. Mais les États-Unis, on pouvait penser que bon, une fois que vous avez bombardé, il faut se barrer. Là, vu la situation dans laquelle on est en train de se retrouver, il suffit que les États-Unis ils restent en mode blocus, ils foutent deux, trois bateaux dans les trois d'Ormuz, enfin, du moins au début pas se faire bombarder, et se couler leurs bateaux, mais juste ils continuent le blocus, et puis l'Iran, bah, eux, ils s'organisent autrement pour tout ce qui est les acheminements, etc. Ils sont pas du genre à se laisser faire. Bon, ça peut durer des mois hein, comme ça. Sauf que qui c'est qui est perdant dans tout ça? Bah, c'est le reste du monde, hein, c'est pas les États-Unis.
Voilà. Donc c'est l'Europe, notamment. Et moi, c'est ça que je vois venir. C'est-à-dire que Trump va dire, bah, effectivement, on n'est plus en guerre avec l'Iran, on laisse le blocus. Comme ça, c'est l'équivalent des sanctions contre l'Iran qu'on avait laissé déjà dans un premier temps avant la guerre. Et par contre, on se retire, et puis on oublie le sujet, on passe à autre chose. Je le vois tellement venir, et la couille qui c'est qui va être baisée derrière, bah, c'est nous, hein, l'Europe et notamment les pays asiatiques et tout. Voilà. Bon. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, et il y a déjà les conséquences, et même pour l'Inde notamment, donc guerre au Moyen-Orient, en Inde, les compagnies aériennes se disent au bord de la cessation d'activité. Mais c'est pas que l'Inde, c'est global en fait. Je l'ai dit, c'était même on avait des articles il y a une semaine, 2 semaines, et les compagnies aériennes européennes sont déjà en difficulté. Bon. Donc le conflit dans le Golfe a explosé le prix du kérosène et les compagnies indiennes n'arrivent pas à absorber le choc. Voilà, donc il n'y a pas que les compagnies indiennes. Juste pour vous dire un peu les conséquences, je continue, et puis c'est pas tout. Quand je vous dis, ça c'est ce que je vous dis il y a un mois, c'est qu'on ne retrouvera plus jamais le monde d'avant. Eh ben, c'est avéré déjà à ce niveau-là, parce que vous avez un article de Le Monde, le retrait de l'OPEP des Émirats arabes unis, un geste de défiance envers l'Arabie saoudite. Donc, la décision d'Abu Dhabi de quitter le cartel pétrolier atteste de ses divergences croissantes avec Riyad, que la guerre contre l'Iran avait temporairement mise en sourdine. Bon. Donc, au final, on n'est plus du tout dans la même configuration qu'il y a 2, 3 mois, avant la guerre entre l'Iran et les États-Unis et l'Israël. Et donc, ça veut dire que là, vous n'avez pas. Enfin, ça, c'est que le sommet de l'iceberg. Mais après, vous avez tout l'acheminement pétrolier qui est mis en question. Donc, il faut oublier l'hégémonie occidentale, peut-être, qu'on connaissait il y a. Peut-être, c'est pas plus mal, hein, je vous le dis, à mon avis, quand on voit ce qui se passe, la décadence occidentale. Donc, voilà, mais ça, il faut s'y préparer. Donc, pour l'instant, on voit pas trop les effets, nous, en Europe, mais je pense que ça va venir, parce que, vous voyez, les compagnies indiennes sont en difficulté, alors que notamment, je rappelle que tout ce qui est l'Inde, ils sont énormément d'approvisionnement au niveau du pétrole de la part de la Russie. Nous, en Europe, on n'a plus la Russie, le Moyen-Orient, ben, on oublie. Alors, on a d'autres acheminements, on a la Norvège, bon, on avait quand même bien diversifié de cet aspect-là. Mais on avait les États-Unis. Les États-Unis, bah, demain, avec Trump, ils commencent déjà, d'ailleurs, à menacer l'Europe. Mais comme on n'a pas voulu enfin, agir contre l'Iran, ils nous menacent cette fois de sanctions, carrément, au final, nous, les tarifs douaniers, encore. Bon, bah, tout ça fait que nous, l'Europe, on est dindon de la farce, au final. C'est-à-dire qu'on a attaqué la Russie, on n'avait rien fait. Enfin, je veux dire, concrètement, hein, ils ont attaqué l'Ukraine, ils n'ont pas attaqué l'Europe, ils n'ont pas attaqué l'Union européenne. Je vous rappelle, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est juste le blabla, hein. Voilà. On s'est coupé de l'énergie la moins chère au monde pour au final retrouver peut-être dans quelques mois dans la merde crasse. Bon. Et pourquoi je dis ça? Bah, simplement parce que regardez le cours du pétrole sur 2026, eh ben, on a atteint un niveau record, je crois jamais vu depuis le conflit avec quand il y a eu l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Voilà, on a atteint des niveaux quasiment similaires, comme on peut le voir sur le Brent Crude Oil. Donc on est à 108 dollars le baril de pétrole et ça va sûrement continuer, bah, ça va dépendre de Trump hein, et de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Mais franchement, personnellement, je pense pas que ça va s'arranger pour les raisons que j'ai déjà citées la semaine dernière dans la vidéo. Enfin bref, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà. Et donc, ensuite, je finis avec enfin, le topo sur la finance, notamment donc le CAC 40, le S&P 500 et l'Eurosstock qui repartent à la hausse, hein, c'est bien. Il n'y a que nous, le CAC 40, qui repart vraiment tout doucement. Vous voyez, nous, on est là. Donc, on voit bien que déjà, au niveau de la France, même au niveau de l'Europe, on est moins bien vu que le S&P 500 aux États-Unis. Voilà, parce que je pense qu'il y a déjà des pronostics qui font que l'Europe, on est vraiment à la merde, soit au niveau de l'euro, soit au niveau du pétrole. Clairement, parce qu'on a rien.
on n'a plus d'industrie. Les industries sont mises à mal justement à cause de la concurrence de la Chine, notamment de l'automobile. Bon, pas besoin d'être sorcier pour comprendre que l'Europe, c'est pas là où il faut miser ses dominos, quoi. Donc, du coup, je finis sur l'or. Et regardez, l'or, on est à 126 000 euros le kilo. On a eu une semaine plutôt descendante. C'est logique parce que on a eu le cours du pétrole qui a explosé cette semaine. Donc, je vous rappelle, hein, quand le pétrole augmente, vous avez l'or qui baisse. C'est la logique constante. Il suffit de voir le comportement des chocs pétroliers, notamment de 1973, pour constater cette corrélation vraiment ferme entre l'or et le pétrole. Voilà. Bon, bah, sur ce, si je dois résumer, les amis, la situation, bon, la crypto-monnaie vraiment est toujours aussi bien en termes de fondamentaux, on n'a jamais été aussi fort. On voit que chaque semaine, vous voyez, avec les nouvelles que je vous annonce, c'est que du positif, notamment au niveau du Bitcoin et de la tokenisation des actifs et même de l'IA, l'intelligence artificielle, avec l'arrivée future des agents autonomes basés sur l'infrastructure blockchain. Donc là, ça va être un combo terrible, clairement. Ensuite, l'actualité économique, bah là, par contre, c'est un massacre. Vous avez compris, parce qu'on a un chèque pétrolier puissance 10, donc forcément, faut pas rêver. Dans les mois qui viennent, on va en baver au niveau de l'inflation. Il faut s'attendre à une énorme inflation. Et bien sûr, vous avez le cours de l'or, de l'argent qui ont baissé un petit peu là, à cause de l'augmentation du pétrole, mais ce sera pas définitif. C'est-à-dire qu'après, moi, je vois que, comme on l'a vu en 1973, quand il y aura un retour du, le choc pétrolier va se calmer, on aura une explosion de l'or et de l'argent qui en découleront, comme on l'a eu en 1973 sur les années qui ont suivi. Voilà. Un peu pour le topo. Sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. Et puis sinon, bah moi je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. La bise, ciao.